Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Le Milan a obtenu ce soir un match nul, un but partout sur le terrain de la Juve. But de Morata à la 4e minute au terme d'une contre-attaque individuelle fulgurante. Morata qui dépose Hernandez et pique son ballon pour tromper Maignan. Égalisation de Rebic de la tête sur corner de Tonali à la 77e. J'accueille ce soir Nico, Aristip et Rango. Salut à vous. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Nico, les matchs face à la vieille dame ont toujours une saveur particulière pour les milanistes et surtout pour toi. Alors nous attendons ton verdict. C'est exactement ça. Je t'avoue que jusqu'à ce but de Rebic, j'étais quand même dans le dur sur mon canapé. Parce qu'il faut quand même le dire, jusqu'à notre égalisation, la Juve était, selon moi, supérieure à nous. On a eu 20 premières minutes très compliquées où on prend ce but d'entrée de jeu. Plus après quelques arrêts de Mike Maignan pour nous sauver la mise. J'ai pas trop compris quand même la compo de Pioli avec Tomori à droite. Pendant un certain moment, j'ai même cru que le Milan défendait à 5 et attaquait en 4-5-1, comme on avait l'habitude de jouer au début. Au final, peut-être que la blessure de Kjaer, qui est une mauvaise nouvelle, a peut-être été une bonne chose pour le match du Milan avec l'entrée d'un vrai arrière droit comme Pierre Calulu et Tomori remis à côté de Romagnoli. Mais en tout cas, on a eu affaire à une bonne Juve. Et j'étais assez déçu de notre équipe quand même, parce que j'ai vu plein de joueurs passer complètement à côté. Le trident, Saelemaekers, Leao, Rebic, qui ont vraiment été dans très grandes difficultés techniquement en ratant des choses assez simples. Ils n'arrivaient pas à se trouver. Et la Juve qui a mis de l'intensité, mais pas la même intensité par exemple qu'a mis Liverpool à Anfield de mercredi, mais qui a su nous faire mal et qui a joué juste et qui a fait beaucoup moins d'erreurs, en tout cas que nous. Voilà, c'est assez décevant. Pour moi, c'est quand même, sur les prestations individuelles, c'était assez décevant le match de Romagnoli aujourd'hui, la prestation dans l'ensemble collectif de l'équipe après les belles choses en fait qu'on avait vues contre la Lazio. Au final, on sort de ces deux matchs après Liverpool et la Juve avec un point. Alors encore contre la Juve, contre Liverpool, je pouvais trouver des excuses à cette contre-performance. Mais là, contre la Juve, je m'attendais à mieux, surtout que l'année dernière, on les avait battus sur leur terrain en leur mettant une petite fessée. Et on avait fait un très beau match chez nous l'année dernière qu'on avait perdu. Il y avait eu un très bon Chiesa. Mais on avait énormément d'absents et on avait fait jeu égal avec eux. Bon, au final, c'est quand même un bon point pris sur la pelouse à l'extérieur contre la Juve. Et on peut même se dire qu'on aurait peut-être pu même l'emporter avec l'arrêt dingue de Chesney sur Kalulu à 5 minutes de la fin. Oui, c'est vrai. Alors, il faut dire aussi que notre trio offensif a joué face à la défense championne d'Europe en titre, qui est plutôt en forme si j'en crois ce que j'ai vu à l'Euro. Alors après, évidemment, la Juve en début de saison, là, c'est pas terrible. Et face à un bon Locatelli, hein, disons-le, malgré son erreur de marquage sur le but milanais. Cela dit, je suis assez d'accord avec toi. On a été en panne d'inspiration, Aristip. On a vu un Milan, c'est vrai, assez stérile, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a pas eu d'occasion, à part peut-être une frappe de Tonali déviée en corner en tout début de match. Mais tout s'est animé dans le dernier quart d'heure. Je voulais juste signaler quand même pour préciser, Nico évoquait les interventions de Maignan, 16e, 18e, hein, une bonne intervention de Maignan sur une déviation de Morata, et à la 18e, donc une frappe de Dybala sortie par Maignan. Voilà, Aristip, tu as la parole pour nous donner ton analyse de cette rencontre. Personnellement, j'avoue que pendant jusqu'à la 75e minute, moi j'ai revu le Milan de 2017, 2018 et 2019. C'est-à-dire un Milan apathique, un Milan qui attaque sans vraiment d'idées offensives. J'avais l'impression qu'on pouvait jouer encore 2 heures de plus, jamais on aurait réussi à marquer. Pour moi, la Juve, en fait, maîtrisait totalement son sujet. Hein, et puis bon, c'est par hasard si on a marqué sur un fait de jeu, parce qu'on a marqué sur un corner. Donc voilà, on n'a même pas marqué dans le jeu, donc on pouvait que marquer comme ça ce soir. Et oui, effectivement, à partir de la 75e minute, là, le match s'est emballé. Il y a eu l'occasion de Kalulu, il y a eu aussi le contre avec Florenzi qui est contré par Locatelli à la dernière minute. Mais honnêtement, on s'en sort très bien ce soir parce que personnellement, j'étais très déçu de la prestation du Milan AC. Moi j'ai trouvé l'équipe en fait fatiguée. Dès les premières minutes, je trouvais qu'il y avait quand même. Alors les deux équipes ont joué mercredi de mémoire, hein, mercredi et mardi ou quelque chose comme ça. Mais en gros, elles ont joué un jour d'intervalle grand maximum cette semaine. La Ligue des Champions et moi j'ai trouvé une différence physique entre les équipes, ça m'a sauté aux yeux dès les premières minutes. Alors effectivement, nous on a joué Liverpool à Anfield, la Juve a joué Malmö de mémoire et comme je l'ai dit il y a quelques jours, elle a gagné 3-0 et 3-0 à la mi-temps. Donc effectivement, je pense qu'ils ne se sont pas dépensés comme nous. Et oui, ça s'est vu dès le début, mais en fait, moi j'ai revu vraiment le Milan, un Milan qui fait un peu peine à voir. Mais c'est pas étonnant quand tu vois la composition d'équipe. Malheureusement, on joue toujours sans Ibra et ça va durer encore des mois où il fera Mais un j'allais match en sur deux, un parler, match il nous sur manque trois. ce point de fixation dans l'axe en attaque. Mais oui,
Bah oui, mais on avait recruté Giroud pour ça. Le problème, c'est que Giroud, on voit que finalement, entre le Covid, les blessures, bah, il est pas beaucoup plus fiable. Mais est-ce si étonnant, puisque bon, c'est quand la dernière fois que Giroud a fait une saison complète à haut niveau? Bah, ça fait quand même quelques années, parce que finalement, il est tout le temps, il a été remplaçant à Arsenal pendant des années, Et à Chelsea, Pellegrini n'a pas l'air etc. d'avoir le droit de jouer, alors il serait hors de forme d'après ce que nous expliquait Rango, mais c'est vrai qu'il est sur le banc, on le voit pas, il joue pas une Bah, minute. effectivement, Pellegrini, ça aurait pu être, voilà, le profil qu'il nous faut, parce que c'est un profil un peu à un pivot, à la Giroud, à la Zlatan. Mais bon, après, qu'on le fasse pas rentrer là, ça me choque pas non plus. J'avoue que je sais pas s'il est en forme. Puis bon, Pellegrini, il doit avoir quoi, 20 matchs en ces 2-3 dernières années, toutes compétitions confondues, donc ça doit pas être non plus la grande forme olympique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, on se retrouve avec les mêmes problèmes que l'année dernière, c'est-à-dire on joue avec des ailiers qui jouent attaquant de pointe, on joue avec un latéral droit qui n'est pas latéral droit. Mais pourquoi? Parce que le mercato, et on a un peu reparlé, le mercato n'a pas été excellent côté Milan. On a toujours ce même problème de poste de numéro 9, de numéro 10, avec Brahim Diaz comme seul vrai numéro 10, à part le petit Maldini, mais qui est encore un peu jeune pour assumer ce rôle-là. Les Qu'on latéraux, aimerait c'est voir plus, compliqué. cela dit, hein, parce qu'il rentre à Oui, chaque qu'on fois aimerait, pour oui, jouer c'est une vrai. minute ou deux. Jouer les arrêts de jeu c'est bien, un peu plus c'est mieux, un quart d'heure ce serait pas mal. Bah, c'est vrai que contre Liverpool, il est rentré de mémoire à la 70e, je crois, ou 75e, hein, je peux me tromper, mais c'est vrai qu'il a joué un peu plus, alors que là, il est rentré vraiment à la 90e minute pour faire perdre du temps. Je suis content du résultat quand même, parce que voilà, on joue au Juventus Stadion et ça fait quand même, à part l'année dernière, ça faisait quand même 10 ans qu'on n'avait pas fait un résultat là-bas. Je suis aussi content parce que finalement, voilà, la Juve a fait quand même son meilleur match de la saison, a dominé 75% du temps et n'a pas gagné. Après, la prestation, moi, m'inquiète. L'absence de Giroud m'inquiète en plus de celle d'Ibra, parce que ça veut dire qu'on est reparti pour quelques semaines avec Rebic en pointe. Le latéral droit, ça va être Même s'il depuis le marque, hein. départ de Il est Dalot. performant depuis quelques temps Rebic Ah malgré oui, tout. par contre, Rebic fait du mieux qu'il peut, mais le problème, c'est que c'est toute l'animation offensive qui devient inoffensive, et Rebic marque sur les quelques occasions, un coup de tête comme on a vu là, ou un bon placement, mais si tu veux, comme il pèse pas dans le jeu, ou pas assez, on n'a pas assez d'occasions, et c'est très compliqué. Mais voilà, et pareil, Dalot, tout le monde l'avait, tout le monde, certains l'avaient vraiment descendu l'année dernière. Moi, je trouve que voilà, dans ce genre de match, pour plutôt que mettre un Tomori à droite, ben Dalot, ça aurait été super de l'avoir une année de plus parce que il a fait une seconde partie de saison très bonne et là on l'a pas cette année. Donc pour moi, en fait, ce match, en fait, il montre qu'on s'est pas renforcé depuis l'année dernière et qu'on a toujours les mêmes soucis et c'est ça qui m'inquiète le plus. Au-delà du résultat et de la manière juste sur ce match, moi je me projette sur les semaines à venir et j'avoue que la manière m'inquiète. Ouais. Alors Nico précise et corrige hein, sur le chat que Maldini n'a joué que 8 minutes contre Liverpool. Juste en parlant des entrants, je pense que beaucoup de supporters milanistes ont été contents, soulagés peut-être de ne voir Chiesa entrer que finalement si tard dans cette rencontre. Hein, parce que Chiesa qui débute ou Chiesa qui joue au moins une mi-temps, c'est tout de suite beaucoup plus dangereux pour Théo Hernandez. Rango, c'était un match difficile, certes, mais on peut retenir quand même une chose, c'est que mentalement, cette saison, le Milan répond présent. Le Milan plie parfois, mais rompt rarement, malgré les modifications de l'équipe type et les changements tactiques. C'est toujours ça de prix. Oui, effectivement, Milan a montré cette saison, mais aussi l'année dernière, qu'ils avaient énormément de ressources mentales pour pouvoir renverser des matchs. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un point qui est relativement inespéré au vu du contexte. Beaucoup de blessures, un déplacement à Liverpool qui nous a beaucoup épuisé, qui nous a pris beaucoup de ressources physiques. Aujourd'hui, on a vu une équipe du Milan qui avait peu d'idées, mais qui avait aussi peu d'impact dans le jeu. Je trouve qu'Aristip est un peu dur avec Rebic. Moi, je trouve plutôt en forme actuellement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il nous manquait un point de fixation devant. Mais je pense qu'aujourd'hui, offensivement, l'animation a été problématique, surtout au niveau des deux couloirs qui n'ont strictement rien proposé. Avec Hernandez à gauche qui a jamais fait un débordement. À droite, on a commencé avec Tomori qui n'est pas latéral droit de formation. Et puis quand Kaloulou est rentré, ça a été un peu mieux, mais aussi avec des ailiers qui ont proposé beaucoup trop peu. Léo à gauche qui était fantomatique en première mi-temps et Alexis Salmakers qui je pense a été le plus mauvais ce soir, qui a fait énormément de déchets techniques dans le jeu. Donc voilà, on n'avait pas beaucoup d'animation sur les ailes. Moi j'ai trouvé que Diaz s'est quand même plutôt bien démené dans l'axe du terrain. C'était peut-être le seul à tenter offensivement, et Rebic, en tout cas dans son état d'esprit, a été réprochable du début à la dernière minute avec un pressing qu'il a maintenu jusqu'à la fin du match.
Et je suis content que le but vienne de lui parce que ça récompense un peu sa prestation où il a été au four et au moulin, un peu seul et contre tous. Donc voilà un point relativement inespéré, même si on regarde le classement, on prend un point chez un relégable, mais voilà, ça reste quand même la Juve, ça reste la Juve à domicile, donc on est premier de Serie A actuellement en attendant le match du Napoli. Donc je pense que ça reste une belle opération. Alors j'ai oublié de mentionner, je m'en aperçois, les occasions de la deuxième mi-temps, il y en a eu 3. Il y a une grosse occasion pour Rabiot qui ne parvient pas à reprendre une longue transversale de Bonucci à la 50e minute. Ensuite côté milanais, les occasions, 62e, il y a des bons dribbles de Diaz dans la surface face à 3 joueurs Juventini, et il y a une intervention décisive de Chiellini. Et enfin, ça a été mentionné par Nico, la grosse occasion de Kalulu sortie par Chesney à la 86e. Nous passons à l'homme du match côté milaniste. Nico, qui as-tu choisi ce soir? Ben, je t'avoue que ce but, je suis obligé de le mettre par rapport au but parce qu'il nous sort vraiment de ce traquenard, c'est Rebic. Moi, je suis entièrement d'accord avec Rango. Il est dans une forme, même si aujourd'hui il a eu du mal. Il a du mal, mine de rien, quand tu joues au poste de numéro 9, c'est là pour marquer des buts. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il avait eu une bonne situation en première mi-temps aussi où il met du temps, là, il tergiverse, il réfléchit et au final, il laisse le temps à la défense de la Juve de pouvoir mieux défendre sur lui. Mais au final, sur sa première bonne occasion, il la met au fond, il met ce coup de tête. Et d'ailleurs, moi, je t'avoue que la célébration de Rebic avec le match, ça m'a rendu dingue, quoi. C'est un coup de clim terrible qu'il aura mis à un quart d'heure de la fin, alors que tout le monde voyait la Juve se diriger quand même vers cette victoire. Donc, je vais mettre Rebic parce qu'en plus, derrière, il y a eu toute cette arme qu'il a mis. Même, tu vois, même quand il est pas bon, c'est la différence qu'il va y avoir avec un Leao, c'est que Leao, il a été pour moi invisible tout le match, pas que la première mi-temps, même la seconde période. Mais il y a cette arme qu'il met. Il a été dans le combat avec Chiellini et Bonucci. Et on voit qu'il n'est pas sorti du match, alors qu'avec Bonucci, ça a commencé vraiment à chauffer. Il y a ce petit coup de genou au même moment qui lui met dans le pif. Donc rien que pour ça, on va lui dire encore merci. Mais non, J'étais sûr que tu finirais par cracher ton venin. Je me demandais quand ça allait arriver, ça y est, c'est le moment. Non, mais c'est pour ça que Rebic, c'est un joueur qui, même l'année dernière, quand j'étais pas d'accord, on faisait des émissions avec Aristip ou Erco, j'ai du mal à pouvoir critiquer les joueurs même quand il est pas bien, car en fait, il ne lâche jamais rien, il donne toujours à fond, et même quand il est dans un jour moins bien, bon, on peut pas lui enlever son côté, sa grinta, sa hargne de se battre pour l'équipe. Et cette année, pour l'instant, en tout cas, depuis le début de la saison, ça paye, et comme l'a dit Philippe Genin, c'est le premier joueur du Milan qui marque 3 buts consécutifs contre la Juve, donc c'est quand même une sacrée performance. Aristide, quel est ton homme du match en dehors de Philippe Genin? Que j'apprécie toujours particulièrement, je tiens à le dire, parce que je défends, moi, envers et contre Aristide, les commentateurs de beIN Sport qui nous offrent, pour pas grand chose finalement, 15 € par mois, tous les matchs du Milan. Mais vas-y Aristide. Mon homme du match, c'est pas facile, mais je vais mettre Tonali encore une fois. Je crois que ça doit être la 2e ou 3e fois d'affilée que je le mets. Pourquoi Tonali? Parce que, alors on aurait pu mettre Rebic parce qu'il nous a débloqué de la situation, mais moi Tonali, en fait, en première mi-temps, là où on était complètement à la masse, où on semblait, après l'ouverture du score de Morata, que Milan n'avait aucune réaction. Moi, j'ai vu un seul joueur qui essayait d'insuffler un peu quelque chose, qui essayait de se rebeller, de ne pas s'avouer vaincu, et c'était Sandro Tonali. Je l'ai trouvé dur dans les contacts, je l'ai trouvé dur sur l'homme, je l'ai trouvé courageux, je trouvais qu'il courait beaucoup, et c'est le seul en première mi-temps que j'ai, avec Maignan, peut-être, avec ces quelques arrêts, en effet, tu l'as dit, 16e et 18e minute, c'est les 2 seuls joueurs que j'ai pu retenir qui étaient pour moi intéressants en première mi-temps, le reste était vraiment en dessous. Et donc ouais, non, Sandro Tonali a encore été très bon aujourd'hui. C'est vrai que quand tu vois le début de saison de Kessié et Bennacer, c'est quand même incroyable que les rôles aient changé si vite. Alors c'est pas définitif, mais je veux dire, le changement de rapport entre un Bennacer qui a du mal à revenir, un Kessié qui fait vraiment des performances en dents de scie et un Tonali qui explose presque cette saison, c'est quand même assez bluffant en quelques mois, comme la roue peut vite tourner. Oui, c'est vrai qu'on l'a vu en première mi-temps beaucoup plus haut que d'habitude. Il était plus bas en deuxième mi-temps. Mais ce qui est bien, c'est qu'il tente. Il a pris confiance et ça se voit. Alors après, dans un milieu à 2, il faut être sûr de le couvrir. Mais dans l'intention, c'est très positif et on peut que l'encourager. Et j'ai tendance à penser d'ailleurs qu'il serait sans doute meilleur dans un milieu à 3. C'est d'ailleurs là qu'il a explosé à Brescia, on va pas se mentir. Et peut-être que si Bennacer revenait à son meilleur niveau et si Kessié retrouvait également son niveau, parce que Kessié n'est plus le Kessié de la saison dernière, pour l'instant. Après, il revient de blessure, on verra ce que ça va donner. Et je pense que Tonali, un peu plus libre sur le terrain, un peu plus libre de ses mouvements,
mouvement, parce qu'il a déjà un gros volume de jeu, mais s'il pouvait s'orienter un petit peu plus vers l'attaque, vers le but adverse, qu'il a une lourde frappe, on sait que c'est un bon passeur, et il est costaud hein, physiquement, je veux dire, c'est pas une brindille Tonali, hein, il bouge les adversaires, et bien ça peut être très intéressant, donc ça c'est à suivre, et c'est vrai qu'il faut l'encourager, je suis assez d'accord avec toi, je l'ai encore trouvé, alors peut-être pas au niveau du match contre la Lazio, mais plutôt bon par rapport à ses partenaires ce soir. Rango, quel est ton homme du match? Alors moi, le meilleur joueur que j'ai vu sur le terrain aujourd'hui du côté du Milan, c'était Kier. Malheureusement, il a joué que 35 minutes, donc je vais pas pouvoir le mettre lui. J'espère d'ailleurs que sa blessure n'est pas trop grave parce qu'on va avoir besoin de lui. Mais je vais rejoindre Aristide, je vais mettre Tonali aussi, qui pour moi a délivré une prestation vraiment complète, qui est dans la continuité de ses prestations depuis le début de la saison, qui est très bon et qui aujourd'hui, je pense, est notre meilleur milieu, en tout cas celui qu'on aligne. Donc voilà, prestation très complète. Offensivement, il a tenté. C'était un des seuls avec Brahim Diaz en première mi-temps à tenter des choses, des frappes de loin. Défensivement, il était au contact, il était présent, il avait du répondant dans les duels, il était là aussi mentalement. Quand ça chauffe un petit peu sur le terrain, il s'est pas laissé faire. Je pense notamment avec Dybala, quand Dybala le bouscule parce que le Milan n'avait pas mis le ballon dehors très justement parce que Morata s'était simplement écroulé sur le terrain parce qu'il demandait le changement. Donc voilà, Tonali agréablement surpris par son début de saison. J'espère que ça continuera. Et comme je disais sur le forum, si Benacer ne parvient pas à retrouver son niveau qu'il affichait au Milan avant sa blessure, puisque c'est pas le cas depuis qu'il est rentré de blessure en début de saison, en début d'année civile dernière, je pense que Benacer va avoir du souci à se faire parce que aujourd'hui, pour moi, Tonali est bien meilleur. Et n'oublions pas, je le répète chaque semaine, donc on risque pas de l'oublier, qu'il a 21 ans, donc on n'a peut-être pas tout vu. Je pense que ça, c'est très bon augure pour la suite, et un Tonali à 25 ans peut être exceptionnel. Je pense que si on persiste à l'aligner, si on persiste à lui faire confiance, ce qui n'était pas le cas la saison dernière, eh bien il peut encore franchir des paliers, il joue la Ligue des Champions cette année, il engrange des minutes donc dans des grands matchs, ce qui n'a pas l'habitude de jouer en Serie A, et c'est vrai qu'il est bon. Voilà, donc tant mieux en attendant qu'il soit très bon, voire excellent. Nico, quelle est ta bonne surprise ce soir? Moi, la bonne surprise, je vais mettre Diaz parce que offensivement, c'est quand même le joueur qui a essayé le plus. Il y a cette roulette au bout de 2 minutes sur Locatelli magnifique. Il y a des dribbles franchement de très grande qualité. Il s'est même fait rarement prendre le ballon sur ses dribbles. Par rapport à l'année dernière, où il avait montré des belles choses, puis après il y avait eu des moments de creux où même on le trouvait tous ici très frêle. Depuis en début de saison où il est titulaire depuis le départ de Çalhanoğlu, on sent quand même un joueur qui joue avec la confiance. Après, il faut dire qu'il y a eu ce but contre la Sampdoria aussi, certainement, qui l'a aidé. Et peut-être il y a aussi la confiance que lui donne le coach, le club. Le fait que depuis le départ de Çalhanoğlu, qu'il n'y a pas eu de 10 en plus vraiment recruté, c'est à lui qu'on a donné les clés. Çalhanoğlu qui ne nous manque pas, hein, disons-le. Pas du tout. Et on est très bien, il était sur le banc de touche. Ouais, il est sur le bord à l'Inter. Peut-être qu'il a fait tourner, mais il était sur le banc en tout cas lors de la route qu'ils ont mis à Bologne. Mais je veux dire, en tout cas, on sent un joueur qui joue avec confiance, qui ne s'arrête pas pour moi, de me surprendre, même si ça fait que 5 matchs en tout depuis le début de la saison. Mais on sent vraiment un joueur complètement différent de l'année dernière, comme si il avait passé un cap. Donc je le souhaite que ça continue. Et juste pour rebondir un petit peu sur ce qu'avait dit Aristide tout à l'heure concernant Maldini, je pense qu'on le verra plus parce que comme on l'a dit, il n'y a pas de numéro 10 qui a été recruté. Donc je pense quand même pas que Diaz ait le coffre pour jouer autant de matchs et ne pas laisser un peu plus de temps de jeu. En tout cas, on voit quand même que le fils Maldini quand même rentre, même si c'est que des 2 minutes par-ci par-là. L'année dernière, il ne les avait même pas. Donc c'est déjà mieux que rien, alors qu'on n'est que en tout début de saison. Alors pour ma part, je souscris totalement à tes propos sur Diaz, qui est une vraie bonne surprise dans ce début de saison. C'est vrai que c'était un petit milieu de poche comme ça qui paye pas de mine, mais qui a un centre de gravité bas, qui tombe finalement très peu, ou alors quand il tombe, il se relève, et il donne du fil à retordre à ses adversaires beaucoup plus grands que lui, et ça on l'a vu beaucoup dans l'histoire du foot, et c'est encore agréable de voir ce genre de joueur aujourd'hui, parce qu'on n'arrête pas de nous dire qu'il y en a plus que pour les gros bourrins physiques. Eh ben non, le Barça l'a montré il y a quelques années, mais Diaz est encore en train de le montrer, et j'espère qu'il va lui aussi encore franchir des paliers, parce qu'il est jeune. Il nous appartient d'ailleurs ou pas, Diaz? Il a signé un prêt de 2 ans. Et je crois que le Real a une option, Milan a une option d'achat et le Real a une option de contre-achat, un peu comme il avait fait avec Morata en fait. D'accord, donc c'est ce qu'on a fait avec Colombo si je me trompe pas. Ok, j'espère qu'on pourra le racheter. En tout cas, s'il continue sur sa lancée, il faudra vraiment garder un œil sur lui. Il est assez précieux en ce début de saison. Je suis d'accord avec toi, Nico. Aristide, ta bonne surprise, s'il te plaît.
Juste pour compléter sur Diaz, effectivement, l'option d'achat est à 22 millions et l'option de contre-rachat du Real Madrid est à 28 ou 29 millions. Et en ce qui concerne Maldini, bah, si on continue à avoir autant de blessés, parce qu'on est quand même parti sur un rythme de blessés assez habituel Mais ça fait finalement, 15 hein, ans, parce que ça chaque fait année. 15 ans Aristip les blessés. Bah Moi, ouais, chaque année, le Milan Lab, c'est quelle année? On sait plus, hein. 2006-2007. Voilà, donc Non, ça date, un c'est peu- l'année un de peu- la Ligue un des peu après, Champions ouais. peut-être, et même avant d'ailleurs on voyait déjà des tas de blessures, mais depuis j'ai l'impression que ça s'est aggravé. Ah ouais, depuis l'époque, je dirais Pato, Ronaldinho, Robinho, c'est une catastrophe. Pato était d'ailleurs un des précurseurs hein, là-dessus, sur les blessures, ça c'est ça, c'est clair. Mais non, mais oui, donc je pense qu'on continuera à avoir le petit Maldini de temps en temps, et puis même, ça se trouve titulaire dans certains matchs, hein, parce que au vu des blessures, ça m'étonnerait pas qu'il commence certains matchs. Et enfin, pour ma bonne surprise, je vais mettre Rebic. Je vais mettre Rebic parce que effectivement, il fait quand même un bon début de saison, malgré voilà, beaucoup de déchets, que je rejoins ce qu'a dit Nico et ce qu'a dit également Rango, c'est que voilà, il lâche jamais, c'est toujours appréciable, mais c'est quand même une surprise pour moi sur ce match, parce que je vous avoue que vu les 75 premières minutes de l'équipe, j'imaginais vraiment, et de Rebic compris finalement, parce que même s'il était volontaire, il réussissait pas grand-chose. Je voyais vraiment aucun joueur mettre un but, et je vous avoue que il a encore mis un but de la tête. C'est pas son premier. Je crois qu'il en avait mis un très beau avec contre la Lazio ou la Roma l'année dernière. Donc voilà, il aime bien mettre des buts il est bon de la tête, Rebic, et c'est vrai que son but vraiment nous sauve le match. Et c'est une bonne surprise parce que parce qu'il marque encore contre la Juve et puis il marque encore avec le Milan. C'est vrai qu'il fait un bon début de saison et je m'y attendais pas cette saison à ce qu'il soit aussi en forme en début de saison, compte tenu du fait que ça fait quand même 2 ans qu'il est quand même plus en forme en seconde partie de saison plutôt qu'en première partie de saison. Et merci à Locatelli pour son marquage digne de Vieira 2006 face C'est à clair. Materazzi, parce que Locatelli, encore une fois, hein, je l'ai trouvé très bon sur le match, je pense qu'il apporte énormément à ce milieu Juventino, mais alors sur le marquage, franchement c'est cadeau, donc on apprécie. Rango, quelle est ta bonne surprise du soir? Rebic également, donc je souscris totalement à ce qu'a dit Aristide, donc je vais pas faire plus long que lui. Voilà, Rebic pour les mêmes raisons. Ah bah très bien, on passe à la déception. Alors Nico, quel fut le moins bon milaniste ce soir? Je pourrais dire Salemaker sous les AO, mais ce serait se répéter sur par rapport à d'autres matchs. Moi, c'est pas le plus mauvais, mais celui-là qui m'a le plus déçu, et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est Romagnoli. Car sa première mi-temps, en tout cas, la deuxième mi-temps a été de meilleure qualité, hein, largement. Mais la première mi-temps on a senti un joueur ultra fébrile, qui était pas du tout serein, un nombre de passes ratées assez important. Souvent, quand il était dans le cœur de la Juve, c'était ces pertes de balles qui permettaient à la Juve de repartir. Et je sais pas, par rapport à la Lazio, où il dégageait une sérénité qui m'avait fait énormément plaisir, on avait parlé tous les deux même. Là, je l'ai trouvé vraiment. J'avais hâte de le revoir, et au final, on a retrouvé le Romagnoli de l'année dernière. Franchement, il y aurait pu avoir un péno sur Bonucci, parce que c'est un coup de coude qui lui renvoie derrière la tête. Je ne sais pas si la VAR a été constatée sur ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, donc je le mets là parce que voilà, il m'a déçu en tout cas. Mais tu constates quand même qu'il y a eu une amélioration en deuxième mi-temps, donc son match est en demi-teinte, hein, finalement. Je suis d'accord avec Oui, toi, les relances ratées en première mi-temps, moi peut-être. j'en ai noté 3 principalement, hein. Mais c'est vrai qu'après il s'est repris, il y a eu un bon tacle à un moment donné, alors certains Juventini évidemment criaient au penalty, mais j'ai lu quand même que certains avaient trouvé Romagnoli plutôt bon sur le forum, donc les opinions seront partagées à son sujet, sans doute moins bon effectivement que contre la Lazio, ça c'est certain, et je suis d'accord, hein, les relances de la première mi-temps ont été problématiques. Tu voulais finir Nico? Oui, non, mais après, ça peut être aussi lié à cette défense que moi, je n'ai franchement pas compris en début de match, où j'avais l'impression que le Milan jouait à 5 en défendant, parce que Salemaker jouait arrière droit, Tomori, on le voyait revenir plus dans le centre. Donc après, j'avoue que j'ai pas trop compris de la première demi-heure du Milan, quand il y avait Tomori, Kier et Romagnoli. Des fois, j'avais l'impression que Tomori était vraiment arrière droit, des fois, j'avais l'impression que c'était Salemaker, c'était arrière droit en position défensive. Donc après, peut-être que c'est lié aussi à ça, mais en tout cas, cette demi-temps était d'une meilleure qualité. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais ça m'a déçu parce que je l'attendais beaucoup, et malheureusement, je l'ai revu tomber dans ses travers durant cette première mi-temps. Et on annonce à la Juve, hein. Il y a des rumeurs comme quoi Ce Raiola sera le mot de essaierait la de... fin. Voilà, ce sera le mot de la fin, alors je te laisserai l'annoncer. En même temps, il n'y a pas de certitude, mais ça fait partie des rumeurs. Tu en parleras tout à l'heure. Aristide, quelle est ta déception du jour? Ma déception, elle est française. Je vous avoue que j'étais assez déçu du match de Théo Hernandez.
J'ai été déçu parce que déjà c'est lui sur le but de Morata qui a fait une tête assez hasardeuse sur un joueur de la Juve et qui amène le contre. Puis après il est trop en retard pardon pour rattraper Morata. Puis je suis déçu parce que puisque autre que ça, bon déjà il nous coupe les jambes à la 4e minute, Théo Hernandez avec cette action ratée. Mais en plus de ça, le reste de son match est pas bon quoi. À part une bonne accélération à la 80 et quelques. Une belle passe à la 86e, le reste, en première mi-temps, il se fait complètement bouffer sur son couloir. Et il n'y avait pas Chiesa. Et il n'y avait pas Chiesa, il y avait Morata, et Morata lui a fait vraiment des misères, je dirais, jusqu'à la 60-70e minute, quoi. Donc, c'est pas la première fois, en fait, que Théo Hernandez est quand même pas bon face à un gros club. Il nous l'a fait le coup plusieurs fois l'année dernière contre Chiesa justement et la Juve quand on prend le 3-1 avec une équipe encore une fois remaniée puisque contre la Juventus on est toujours complètement décimé, c'est pas nouveau, avec un Calabria en milieu de terrain, rappelez-vous. Et effectivement Théo Hernandez qui avait pris le bouillon tout le match face à Chiesa, mais voilà, même contre le Napoli il n'avait pas été bon l'année dernière, c'est pas la première fois qu'il est vraiment pas bon face au gros, et le problème de Théo Hernandez c'est quand il est pas bon, il est vraiment pas bon quoi, il ne passe pas, c'est même pas qu'il est moyen ou qu'il est juste correct, c'est vraiment des bourdes. Et là, aujourd'hui, moi, son but, il coupe les jambes du Milan et puis je pense que c'est le flop de tout le monde. S'il n'y a pas 1-1, on retient que Théo Hernandez et sa bourde sur le premier but, quoi. Donc moi, ça me déçoit un peu. J'attends un peu plus de régularité et un peu plus de sang-froid dans les grands matchs parce que c'est ce qui lui manque clairement aujourd'hui. De la part du nouvel international, hein, puisqu'on rappelle qu'il a été appelé Tout à fait. par Didier Deschamps. D'ailleurs, j'ai pas vu le match, mais il paraît qu'il a été très bon. Il a été très bon, ouais. Rango, ta déception? Je suis assez d'accord aussi. Pour moi, ça va être Théo Hernandez. Je vais relativiser un peu l'action sur notre corner. D'abord, quelle idée de prendre un but sur un corner offensif. On était habitué à ça il y a quelques saisons. Ça commence à se calmer. Aujourd'hui, on a montré qu'apparemment, on peut retomber dans le travers. Donc, il y a une erreur de Théo Hernandez qui essaye de faire une tête et qui se loupe encore une fois techniquement, parce que je pense que Hernandez n'est pas un joueur qui est juste techniquement. Donc il y a une première erreur d'Hernandez qui perd le ballon, et ensuite il y a aussi pour moi une grosse erreur de Saelemaekers qui court sur l'homme alors qu'il doit temporiser et qui se fait avoir comme un bleu. Et je tiens à souligner que ce poste-là, habituellement, il est détenu par Calabria, puisque c'est lui qui effectue la couverture sur les corners offensifs, et aujourd'hui il nous a manqué aussi à ce niveau-là. Parce que je pense que si Calabria est sur le terrain, le but de la Juve, on ne le prend pas forcément, parce que je pense qu'il est capable de mieux gérer ces situations-là. Pour revenir au flop, donc pour moi c'est Hernandez, parce que j'aurais pu mettre Saelemaekers, parce qu'il y a eu énormément de déchets techniques, mais Saelemaekers a eu le mérite de tenter des choses sur le terrain. Juste un truc sur Saelemaekers, on parlait tout à l'heure des paliers franchis par Tonali, et Saelemaekers, force est de constater qu'il n'en franchit pas pour l'instant, c'est-à-dire que lui a plutôt tendance à régresser, donc il faudra le surveiller, hein, parce que ce poste d'ailier droit, c'est pas dit qu'il le conserve comme titulaire très longtemps. Oui, après, le poste d'ailier droit, il n'y a pas réellement de concurrence non plus. Saelemaekers, c'est Kitterer. Aujourd'hui, il y a Messias qui est complètement hors forme. Il y a Florenzi qui, quand il rentre sur le terrain, on ne le voit même pas. Aujourd'hui, le commentateur n'a même pas cité son nom une seule fois, si ce n'est lors de son entrée. Donc, effectivement, Saelemaekers, je ne sais pas s'il régresse. En tout cas, il ne progresse plus. Il a bien progressé à son arrivée, ce qui lui a permis de détrôner Castillero. C'est vrai, Castillero est toujours là aussi, mais voilà, Castillero, c'est pas quelqu'un qui va mettre en concurrence Saelemaekers non plus. Aujourd'hui, il est en dedans. Je pense que c'est aussi dû au déplacement au Liverpool où il a beaucoup donné. C'est un jeune joueur. Il n'est pas non plus habitué à ce genre de rendez-vous et à la répétition des matchs à haute intensité. Mais voilà, mais moi, en tout cas, celui qui m'a le plus déçu aujourd'hui, pour revenir à mon flop, c'est Hernandez, qui n'a strictement rien proposé sur le terrain. Offensivement, c'était le néant. Il a dû faire 2 courses vers l'avant. Il se projetait même pas. Il offrait aucune solution à Leao quand il avait le ballon, ce qui fait aussi que Leao a moins produit. L'activité au niveau du couloir gauche, l'animation offensive était catastrophique, il n'y en avait pas du tout. Donc voilà, pour moi, Théo Hernandez, même défensivement, il a pris le bouillon. Heureusement, il n'y avait pas Chiesa en face, mais Cuadrado s'est mis en difficulté avec Morata. Donc Hernandez, pour moi, il fait pas un bon début de saison. On dit souvent que c'est un diesel, mais là, j'attends que le moteur démarre parce que pour moi, il est arrêté. Passons aux mentions particulières. Nico, de qui n'as-tu pas parlé? Moi, je vais parler d'un gars que vous avez abordé lors de l'émission entre Liverpool, c'est Tomori. Car pour moi, il dégage une sérénité
et je sais pas, une force derrière. T'as l'impression qu'il peut pas nous arriver grand-chose actuellement quand il est en tout cas au duel, quand c'est lui qui est au duel. Et je note certains progrès depuis qu'il est arrivé de Chelsea l'hiver dernier, où des fois je trouvais qu'il comblait énormément de choses par des mauvais placements par sa qualité de vitesse. Et je le trouve beaucoup moins en retard et il a beaucoup moins besoin de compenser, en tout cas par sa vitesse, donc c'est qu'il est mieux placé. Et, et lui, au contraire, on voit qu'enchaîner les matchs, il n'y a aucun problème. Et le duel physique, il a répondu en tout cas présent aujourd'hui. Et il a fait un très bon match. Il est toujours dans l'anticipation. Et, et je le trouve assez juste en plus techniquement. Donc très peu de gâchis, balle au pied. Et je voulais, pour l'instant, il me surprend en tout cas aussi pareil dans ce début de saison parce qu'il y a de la continuité par rapport à la fin de saison dernière où il était très bon aussi. Je vais supplier Aristide de choisir un seul joueur parce que j'ai envie d'aller me coucher. Mon joueur, ce sera Selmakers parce qu'effectivement, il n'a pas franchi un palier. Je trouve ça un peu rapide comme jugement au bout de 4-5 matchs, mais bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, il a franchi un palier avec l'équipe de Belgique, l'équipe nationale belge, puisque bon, il est rentré. Alors, je sais plus, j'ai pas vu le détail des matchs parce que j'ai pas suivi cette équipe, mais je crois qu'il était une fois titulaire et puis il a dû rentrer une fois en tant que remplaçant. Et il a été bon, voire très bon, d'après ce que j'ai pu lire. Donc, au moins, il a franchi un palier là-dessus. Et après, bon, que Selmakers soit pas l'ailier droit dont on est rêvé depuis des années, ça on le sait, mais bon, on pourra pas lui reprocher grand-chose. On peut reprocher, comme d'habitude, j'ai envie de dire, reprocher des choses à Maldini, Massara, de pas avoir fait un mercato suffisant, que ce soit au poste de numéro 10, peut-être de numéro 9 et au poste d'ailier, mais ça on le savait avant. Rango, c'est ton tour. Florenzi, qui pour moi est une grosse interrogation. J'attendais pas grand-chose de son arrivée, mais aujourd'hui, Florenzi, il n'a aucun impact dans le Milan quand il rentre ou quand il joue titulaire, parce que je pense qu'il a joué une fois en tant que titulaire. Donc voilà, j'attends qu'il se mette au diapason et qu'il apporte quelque chose à l'équipe. C'est un joueur d'expérience qui est certes qui va pas révolutionner l'équipe, mais je pense qu'il peut apporter des choses et aujourd'hui il apporte que trop peu. Donc j'attends plus de lui. Très bien, nous passons au mot de la fin de Nico, qui a déjà été plus ou moins annoncé tout à l'heure. Bah, moi, le mot de la fin, il va être sur les deux dossiers. L'année dernière, c'était Çalhanoğlu Donnarumma qui a tenu en haleine les supporters, savoir s'il allait renouveler ou pas. Cette année, on part donc sur Romagnoli et Kessié. Moi, Romagnoli, ça m'a énormément déçu ce qui s'est passé 2 jours avant le match où Raiola donc tu as dit les propos, a tenu des propos en disant qu'une charnière de Ligt, Romagnoli à la Juve l'année prochaine est largement possible. Et ce qui m'a dérangé, c'est le silence en fait de Romagnoli, de ne strictement pas répondre ou au moins de dire, je ne demande pas de dire que l'information est complètement erronée, parce que peut-être qu'il pourra très bien signer à la Juve, mais on parle quand même actuellement d'un gars quand même qui portait le brassard de capitaine ce soir contre cette même équipe de la Juve, et au moins de dire qu'actuellement il est bien au Milan et qu'il est au Milan et que tant qu'il a un contrat avec le Milan, il ne va pas penser dans quel club il va signer, il sera l'année prochaine. Normalement, c'est quand même son agent. Donc, quand il parle, il a le droit aussi de le remettre, comme je disais pour Donnarumma, de le remettre un peu à sa place. D'autant qu'il l'a fait, du temps de sa splendeur, Romagnoli, sur ses 3 premières années, a toujours renouvelé son contrat et renouvelé son amour pour le Milan publiquement. C'est-à-dire qu'il avait l'habitude de le faire. Et là, moi, ça m'a dérangé. En plus, à 2 jours d'un match, ça m'a vraiment gêné, surtout après l'histoire de l'épisode de Donnarumma et Çalhanoğlu qui s'est passé, en plus de Donnarumma que Çalhanoğlu. Mais c'est quelque chose qui me gêne. Ensuite, Kessié, vous avez parlé de ses prestations en demi-teinte. Il y a, je ne sais plus c'est quel journaliste ou ancien joueur qui sur la télévision italienne qui a dit que au milieu de Liverpool, où il est passé complètement à côté mercredi, c'était pas seul, hein, mais où il est passé à côté, il n'y avait aucun joueur qui touchait 8 millions d'euros net. Je lui dirais aussi que le milieu de l'Italie, qui était championne d'Europe, Verratti, Jorginho, Barella, il n'y en a aucun qui touche 8 millions d'euros net. Et ça me gêne encore aussi un joueur qui, au final, qui nous a dit qu'il n'y avait aucun problème pour renouveler son contrat. Et une seule bonne saison au Milan, rappelons-le, Nico. Bien sûr. Et qui, au final, comme Milan a mis sur la table ce qu'il a demandé, a augmenté son offre en demandant 8. Johan Crochet, qui suit le football italien sur RMC, disait il y a une semaine ou deux de ça que Milan ne donnera jamais les 8 millions d'euros nets que demande Kessié. Et en fait, il part sur un bras de fer comme il y a avec Donnarumma. Et il disait que lui, il avait eu donc quelqu'un proche dans le dossier à Milan qui pense que déjà c'est terminé. Les discussions sont déjà terminées, closes, la demande du club, enfin la proposition du club et les demandes de joueurs sont beaucoup trop éloignées.
qu'on parle déjà apparemment, que peut-être même Kessie aurait déjà un semblant d'accord avec peut-être le PSG, même déjà pour cette offre, en fait, l'offre qu'on lui a donnée. Que Milan peut-être même chercherait déjà une porte de sortie pour le mois de janvier pour éviter, comme il s'est passé avec Donnarumma et Çalhanoğlu, de se retrouver avec zéro à la fin. On fait un échange Enfin, avec Verratti? Ah non, 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 on aurait peut-être une petite somme. Enfin, Milan va essayer Non, c'était ma de bazarder le proposition. joueur pour. Oh, non, ça, à mon avis, tu n'auras pas grand-chose. Mais qui veut venir au Milan, j'ai du mal à imaginer un grand joueur venir quand même au Milan actuellement. Mais non, en tout cas, le Milan, Maldini ne mettra pas les. Enfin, la personne qui parle pour le Milan ne mettra pas les 8 millions. Moi, j'avoue qu'après les cas Donnarumma, Çalhanoğlu, à petite échelle, mais repartir actuellement avec Romagnoli, avec ses histoires au mois de septembre de mercato, enfin pour l'année prochaine, ça me désole. Et dernière chose pour toi, MJ, parce qu'il y a Maldini qui a parlé avant le début du match, parce qu'on lui a parlé de Locatelli. Et il expliquait qu'il était arrivé quand il est arrivé à Milan, enfin quand il a eu un poste officiel à Milan, c'était la semaine où le transfert de Locatelli était en train de se faire à Sassuolo. Et Maldini est allé voir Locatelli pour lui demander de rester. Et le joueur n'a pas voulu, a refusé de rester au Milan. Et donc, Maldini a dit dans ces cas-là, tant mieux pour lui, c'était ce qu'il avait besoin, mais c'était dans ce cas-là pas le style de joueur que le Milan avait besoin, parce que le Milan, il n'y a pas besoin de faire des pieds et des mains pour y rester. Si on a envie, on y reste facilement. Enfin, et je pense que Maldini, lui, par son histoire, l'a montré, a joué avec des joueurs qui l'ont montré aussi, et c'est plus en plus désolant de voir ces choses qui se passent. Bon, Locatelli, c'est différent quand même, mais pour ce qui est de Çalhanoğlu, de Donnarumma, et là, ce qui est en train de se passer avec Kessie et Romagnoli, c'est quand même toujours quelque chose qui me dépasse, et je me dis aujourd'hui qu'ils ont affaire quand même à un gars comme Maldini, tous ces gens-là, qui a passé 25 ans dans ce club, qui n'a jamais signé des contrats pareils pour pouvoir rester dans ce club, et moi, alors avec des équipes bien sûr d'un certain niveau, hein, mais je me dis quand même, qu'est-ce que doit penser quand même ce dirigeant qui a marqué les grandes histoires de ce club, les grandes pages de ce club. Je me demande ce qu'il doit y penser. Et après, pour terminer sur Kessie, Romagnoli, j'en sais rien, mais Kessie, mais comme Donnarumma, moi, ce que je leur reproche, c'est pas d'avoir eu envie de partir ou de vouloir partir pour l'argent. Mais normalement, c'est un peu de clarté. C'est ce que demandent aussi les supporters du PSG pour Mbappé, pour Kylian Mbappé. C'est au moins qu'ils disent clairement, j'ai envie de finir ma saison et partir ailleurs parce que j'ai envie de voir autre chose, connaître autre chose. Et là, on a vraiment l'impression qu'en fait, c'est que de l'argent, c'est juste des chiffres. Au final, 6 millions, mais les 8 millions, est-ce qu'au final, peut-être Kessie va être renouvelé pour 5 ans son contrat et ça ne le dérangera pas. Mais en tout cas, comme tu dis, la somme est complètement folle pour un joueur qui sort d'une excellente saison sur 4 ou 5 saisons au Milan. Moi, ça me dépasse en tout cas. Et si le club était si fort, le mettre sur le banc pour toute la saison me gênerait, mais vraiment pas une seule seconde. Il est temps d'avoir des mecs qui aiment le maillot et pas seulement le compte en banque qui se remplit. On rappelle pour Locatelli qu'on a dit ici déjà pourquoi il était parti, c'est-à-dire que Locatelli n'a pas voulu rester précisément parce que alors qu'il sortait d'une saison où il était titulaire, c'était un jeune titulaire au Milan, petit à petit on lui a fait comprendre tout simplement qu'il allait cirer le banc, qu'on allait lui mettre dans les pattes un international argentin, Biglia, et on a vu le résultat de Biglia d'ailleurs par la suite, mais au moment où Biglia est arrivé, Locatelli ne pouvait pas savoir forcément que Biglia serait si mauvais, donc son intérêt à lui c'était de jouer, hein, c'était un jeune italien, il a bien vu aussi, parce que les jeunes ont un peu de recul maintenant, ils savent le sort qui leur est réservé dans les gros clubs italiens, donc ils savaient de toute façon qu'il ne jouerait plus, comme Cutrone, comme d'autres, sauf que Cutrone il ne voulait pas partir, on l'a vraiment dégagé, bon, mais je peux pas lui en vouloir si tu veux, moi ce que je regrette c'est que le Milan n'ait pas dit à Locatelli, on recrute pas Biglia, on te fait jouer, c'est ça qui aurait dû se passer, qu'il soit parti, il a eu raison, la preuve, il est champion d'Europe aujourd'hui, il aurait peut-être jamais été champion d'Europe s'il avait continué, s'il était resté jouer au Milan. Aristide, quel est ton mot de la fin? Moi, je voulais rendre hommage aujourd'hui à un très grand supporter, peut-être à l'un des plus grands que j'ai pu voir de mon vivant. Je parle bien évidemment de René Malville qui nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 73 ans. Donc voilà, pour information, il se battait depuis plusieurs mois contre un cancer. Et voilà, je voulais lui rendre hommage parce que moi je le connais pas depuis non plus une quinzaine d'années, je le suis depuis 7-8 ans peut-être. Mais je sais que moi je suis pas trop la Ligue 1, mais pourtant je sais que tous les lundis après les matchs de l'Olympique de Marseille, je regardais toujours la Minute René sur YouTube. C'était voilà c'était un petit une petite vidéo qui durait 3-4 minutes où René Malville discutait du match de Marseille du week-end avec ses tops, ses flops, son ressenti. Et moi ce que j'admirais c'est chez cette personne, c'était d'abord sa passion parce que voilà il a fait 7 minutes pendant des années. Et c'était surtout qu'il n'y avait jamais un mot plus haut que l'autre, quoi. Il avait toujours un avis objectif, jamais en insultant les joueurs, jamais
en disant des choses mauvaises, même des choses blessantes, alors que bon, Marseille, on sait comment ça se passe depuis des années, et puis voilà, c'est quelqu'un quand même qui a un certain âge, et je trouve que voilà, il a toujours vécu pour ce club-là, et moi je trouve que la minute René va vraiment me manquer, parce que je la regardais tous les lundis ou mardis grand max depuis des années maintenant, et je trouve que voilà, cet homme était un grand homme, qu'il repose en paix. Alors je suis 100% d'accord, il se trouve que j'ai jamais supporté l'OM et que j'ai jamais suivi la Minute René comme tu dis, mais je connaissais bien comme tout le monde le personnage, parce que c'était une vraie grande gueule dans le sens positif du football français, et c'est sûr qu'il va manquer, et là pour le coup voilà quelqu'un qui symbolise bien l'attachement à un club de foot qu'on loue ici sans arrêt, donc c'est vrai clair. effectivement, ça m'a fait de la peine aussi, je dois le dire, que de voir le décès, de constater malheureusement que René nous avait quittés. On l'avait vu un peu à la télé de temps en temps ces derniers temps, je crois qu'il était passé sur C8 régulièrement, et on voyait le type sympa en fait, alors avec un langage assez coloré effectivement, mais vraiment le chic type quoi, le type sympa, le vrai supporter, comme on aime quoi, et c'est vrai que le foot c'est aussi ça, c'est des gens forts en gueule qui donnent leur opinion, mais toujours dans le respect, et je dois dire que j'avais également beaucoup de sympathie, même si je l'ai jamais rencontré, pour René Malville. Rango, quel est ton mot de la fin? Alors, pas facile de passer après Nico et Aristide. Pour le mot de la fin, je vais partir sur le prochain match contre Venise. Je suis assez inquiet par rapport à l'état de l'effectif, l'état physique, le nombre de blessés, de joueurs en méforme, etc. Donc, je pense que ça va être le bon moment pour faire tourner, tout en alignant quand même une équipe compétitive, parce que on doit pouvoir décrocher les 3 points dans ce match-là. Et voilà, donc au niveau des postes, je pense qu'on a un effectif qui est pas hyper qualitatif, mais on a pas mal de solutions de secours pour remplacer les joueurs à certains postes. Mais il y a un poste en particulier qui m'inquiète, c'est celui de gardien de but. Mercredi, contre Liverpool, Maignan s'est fait un peu mal apparemment pendant le match. Il y avait du rumeur comme quoi il aurait pu quitter le terrain à la mi-temps. Tatarusanu s'était pas mal échauffé. Aujourd'hui aussi, avant le match, Maignan était incertain. Finalement, il a joué, il a tenu la baraque, il a fait un très bon match, heureusement pour nous. Mais moi, je dois avouer que je suis pas du tout rassuré par le Roumain. Et ça peut être l'heure de Plizzari. Voilà, je ne comprends même pas pourquoi Plizzari n'est même pas dans le groupe, parce qu'aujourd'hui, c'était pas lui le 3e gardien. C'est un jeune Italien, que veux-tu? Je ne sais pas que fait la société avec la gestion de ce joueur-là. Donc voilà, j'espère que ce problème sera réglé dans le futur, mais c'est clair que si on devait avoir des problèmes au niveau du poste de gardien de but, ce serait très problématique pour le Milan. Merci messieurs, l'émission est terminée. Nous nous retrouverons a priori samedi pour Spezia Milan, et puis pour Milan Atlético bien sûr le mardi 28. Il est peu probable mais pas impossible qu'une émission soit proposée ce mercredi pour Milan Venezia, surtout si Maldini joue d'ailleurs. On verra si ça tourne, c'est intéressant ce que tu nous dis, ce sera à suivre. Mais donc tout ça dépendra bien sûr de la qualité du match et puis surtout des disponibilités de chacun. Tablons donc sur ce week-end, et d'ici là bonne semaine à tous. Salut. Ciao. Salut. Ciao.